c'est le vrai rallye Monte-Carlo d'époque. Pour les Latins, c'est le rallye référence, c'est le monument. On a toujours été très amis, mais c'est vrai que repartir comme ça, les papis, c'est bien. Mettre son nom sur ma voiture, je pense que demander à un aveugle s'il veut y voir. Jean-Pierre Nicolas, pour nous, est un modèle. Ce sont des voitures qui m'ont fait rêver. Un feu d'artifice pour le 10e anniversaire du rallye Monte-Carlo historique, sous le haut patronage du prince Albert de Monaco. En visite dans le parc fermé de l'épreuve à la rencontre de 133 équipages, connus ou inconnus, qui composent le plateau de ce millésime au départ de la principauté. Sous les feux de la rampe, Éric Comas, ancien pilote de Formule 1, et Jean-Pierre Nicolas, vainqueur de l'épreuve avec une Porsche 911 en 1978. C'est lui qui sera donc notre guide à la découverte de cette édition 2007. C'est le prince régnant, lui-même grand amateur d'automobile au-delà même de la tradition, qui donne le départ sur le port de Monaco. Une auto pour souligner donc sa présence. Il avait été 3e également ici. L'histoire continue grâce à l'historique Jean-Pierre Nicolas, le grand pilote marseillais. C'est le lancement du parcours de concentration vers Saint-Étienne. Près de 800 km sont au programme. La nuit va être longue et semée d'embûches. Retour sur image avant le lever de rideau du rallye. Le parc est petit à petit en train de se remplir. Les vérifications techniques et administratives sont en cours. Quelques bulles de champagne plus tard, l'équipe GT2I est au complet pour immortaliser ces instants qui feront date dans la mémoire de ceux qui se sont engagés dans l'aventure. Donc s'il m'embête, je le pousse un peu. Tu le pousses un peu. T'as une télécommande, c'est pas la peine, t'as le phare qui se pète tout seul. Quelques moments de convivialité avant d'entrer dans le vif du sujet. La Renault 8 Gordini et les anecdotes qui s'y rapportent sont au centre des discussions. Catherine! C'est un grand souvenir et c'est pour ça qu'on a choisi une Renault 8 Gordini avec Jean d'Alexandris qui a été un peu à l'initiative en partie de ma carrière puisqu'un jour il m'a prêté sa voiture personnelle qui était préparée chez mon père pour aller faire le rallye du Maroc, c'était en 68 et on avait gagné le rallye du Maroc sur sa voiture personnelle devant les deux voitures d'usine. Et bon après ça a été une longue histoire, on a fait pas mal de rallyes ensemble et lui de son côté il a été longtemps coéquipier de Jean-François Piot. On va passer 5 jours ensemble et c'est des grands plaisirs. On parle beaucoup, on se raconte nos histoires et tout ça, c'est bien. On forme un couple, hein, il faut le dire, il faut le dire. L'aventure m'a plu, c'est pour ça que je suis reparti avec une petite équipe. C'est une voiture qui est préparée dans la région ici à Plante-du-Var chez Laurent Ferrari, au garage de la Cascade. C'est sa voiture, elle est nickel. Le garage de la Cascade en pleine ébullition au moment des premiers contacts entre la voiture et son équipage. C'était au mois de décembre. Le règlement est très strict quant à l'emplacement et à la taille des autocollants. C'est donc avec cette Bible en main que l'ancien patron des rallyes chez Peugeot se lance lui-même dans la séance de décoration méticuleuse. Certains des partenaires de l'équipe se lanceront d'ailleurs eux-mêmes dans la course. Il va aller faire en Argentine, les autocollants. Concurrent et partenaire. Concurrent parce que j'ai une passion qui est relativement récente mais qui est forte pour les rallyes historiques. Et comme partenaire parce qu'en tant que président de la société GT2I qui est aujourd'hui la société française qui est leader dans son domaine dans tout ce qui concerne les courses automobiles, mais plus particulièrement dans les véhicules historiques, puisque depuis 5 ans maintenant, nous avons fait un catalogue de près de 300 pages qui est entièrement dédié à toutes les pièces et les équipements, que ce soit pour la sécurité pilote ou pour l'équipement de la voiture, qui est destiné à équiper les véhicules historiques, donc tous les véhicules en gros des années 50 à 80, dont la plupart sont d'ailleurs représentés ici. Pour Jean-Pierre Nicolas et Jean de Alexandris, c'est lors d'une première prise en main de la Renault 8 Gordini. Un flashback devenu diablement d'actualité sur fond de retrouvailles. Même à l'époque. Ouais. J'aime bien le comportement parce qu'en plus il est derrière donc ça fait un peu de porte-à-faux, mais elle tient bien, elle vient bien. Ça. Troisième imprécise, elle pète la retenue. Ouais, ça il me l'a dit. Donc voir si c'est pas une prise d'air à l'échappement. Il est bien rond son moteur, hein. Ouais. C'est-à-dire avec le couple court, il démarre bien.
Alors l'avantage de la R8, c'est qu'on pourra mettre un sac avec des affaires chaudes, la thermos, le casse-croûte. Pas 6000, je suis à 5008. Hein 5008 j'étais. Ouais. Tu as le droit de prendre 5008. Ah quand même, c'est le moteur qui prenait 7000 hein. Non, tu rigoles. Oh. Non, on prenait 5005. Ah bon? Bien sûr, il faut faire attention. 5005 ou 7000, le moteur de la Gord a encore de beaux restes. Et que dire du coup de volant du pilote, sinon qu'il n'a rien perdu de sa vigueur. Malheureusement, un peu plus loin, la R8 n'en fait qu'à sa tête et refuse d'un coup tout service. S'ensuit une longue séance de spéculation sur l'origine de la panne, qui est visiblement électrique. J'ai mis notre réservoir, regarde, il n'y avait plus de... Tu veux voir? Non, tu as plus, vas-y, tu as plus de jus. Ah si. Tu n'as plus de jus. Non, ça c'est un problème d'alternateur, ça. Regarde, tu n'as plus rien. Bon, bah écoute, on a bien fait de venir. Oui. Mais c'est ça, hein. Il ne reste donc plus qu'à appeler le maître de maison qui trouvera sûrement une solution. Il connaît sa voiture sur le bout des doigts. Là j'ai un régulateur auto-régulé. Qui est contre le... Ah oui d'accord, contre l'alternateur. Le régulateur il est avec l'alternateur. D'accord, donc ça veut dire ça charge. Voilà, ça charge. Si quand tu baisses les phares, tu descends dans le vert, tu verras, tu mets les phares. Non, mais par contre s'il descend dans le rouge, c'est que là il charge plus. Ces voitures-là, on ne les prépare pas parce qu'on a déjà toutes les données. Il y a des gens avant nous qui les ont préparées, qui les ont étudiées. Donc nous, on ne fait que les fiabiliser. Les fiabiliser au niveau du carburant, les fiabiliser au niveau des tenues de route. On connaît toutes les astuces. Donc les voitures sont préparées au maximum. On évite de préparer les moteurs parce qu'on a besoin d'une fiabilité, parce que les épreuves sont longues. Notamment comme le Monte Carlo aujourd'hui, on va dépasser les 2800 km. Donc on a besoin d'une voiture homogène avec des moteurs qui ne sont pas trop préparés et qui sont très fiables. On est donc loin de l'univers technique du championnat du monde moderne que connaît par cœur Jean-Pierre Nicolas, parrain d'une longue lignée de pilotes, dont le petit dernier, Nicolas Vouilloz, champion de France en titre, vient en voisin suivre les évolutions de son glorieux aîné. Les exploits de la R8 remontent à un temps que les moins de 35 ans, dont Nicolas fait partie, ne peuvent pas connaître. Allez Nico, allez, on fait 200 mètres. Pendant ce temps, la route vers Saint-Étienne n'a pas été de tout repos pour la Gordini, qui a du plomb dans l'aile avant gauche. Et l'équipe d'assistance s'apprête déjà à intervenir pour les vérifications d'usage. L'assistance sera des jeunes d'un institut de formation mécanicien de mécanique sportive qui est basé à Alès. Donc c'est 3 jeunes qu'on a en stage qui vont nous faire l'assistance pendant tout le rallye. Et pour nous, ça va être nickel. Un mélange de générations qui s'est vite transformé en symbiose. Les élèves de niveau Bac plus 2 suivent un cursus de formation spécifique à la compétition et à la mécanique des voitures de courses historiques. Mais ce n'est qu'une petite facette de l'enseignement qui leur est dispensé. Ils prennent donc soin de la Renault 8 Gordini de l'équipage Nicolas de Alexandris, mais également de l'Opel de Francis Ramadier, de la MG des Ferrari, père et fils, et des DAF, pilotés par Claude Laurent et Vincent Tourneur. C'est à Saint-Étienne que se tient le premier parc de regroupement du rallye. La conclusion des parcours de concentration partis de Monaco, mais aussi de Turin, Reims, Barcelone et Oslo. C'est cette dernière ville qui était la plus lointaine, avec 2200 km à parcourir pour rallier la capitale stéphanoise. Dimanche 28 janvier au matin, c'est là, dans la zone de régularité de Saint-Régis-du-Coin, que les choses sérieuses commencent. Avec le numéro 1, Éric Comas est le premier à s'élancer, suivi de près par Jean-Pierre Nicolas. Et bonheur absolu pour les 320 engagés du rallye, la neige est omniprésente sur les premières spéciales.
Le deuxième secteur reprend le tracé du mythique chrono de Saint-Bonnet-le-Froid. Le jour a un peu de mal à se frayer un passage à travers le brouillard, ce qui n'empêche pas les pilotes de profiter pleinement de l'instant. Les Alpines A110, les fameuses berlinettes, comme celle d'Éric Comas ici, sont comme les Porsche de tout poil majoritaires sur la liste des engagés. De quoi enchanter les inconditionnels de la marque qui suivent également avec intérêt les évolutions de la Renault 8, frappée du numéro 3. Cette première matinée est allée crescendo et les équipes sont à présent dans le rythme de cette épreuve où vitesse et précipitation sont à proscrire. Pilotes et copilotes ne cherchent en effet pas à réaliser les meilleurs temps. Ils doivent en revanche observer une moyenne imposée. Et pour rendre l'exercice encore plus difficile, plusieurs contrôles secrets sont installés dans les zones pour vérifier également que la moyenne instantanée est respectée. Un objectif qui peut sembler simple à réaliser sur route sèche, mais qui réclame une grande dextérité sur un terrain aussi changeant. Moins 10. Moins 20. Cette 10e édition du Rallye Monte-Carlo historique vient à peine de commencer qu'elle nous offre déjà des images qui nous replongent dans les grandes heures de l'épreuve. La troisième zone de régularité se déroule encore très majoritairement sur la neige. Une fois de plus dans un des hauts lieux du vieux Monte-Carlo. C'est la spéciale de la Louvet qui a été le théâtre de quelques duels d'anthologie entre les ténors du championnat du monde. Le rallye est en train de frôler le mont Gerbier-des-Joncs où la Loire prend sa source. Mais nos équipages n'ont pas le temps de faire du tourisme, concentrés qu'ils sont sur le rythme à suivre. Un gros travail pour le copilote également. Au fur et à mesure de la progression de sa voiture, Jean de Alexandris informe Jean-Pierre Nicolas de l'avance ou du retard qui a été pris. Ainsi, le pilote doit parfois ralentir pour coller le plus parfaitement possible au temps idéal, kilomètre par kilomètre. La spéciale de Burzet manquerait d'une partie de son charme sans le fameux passage à Lachamp-Raphaël. Plus tard, dans le col de la Fayolle, théâtre de la 4e zone de régularité, les spectateurs sont venus en masse pour voir se dérouler sous leurs yeux la longue caravane du rallye. Au fil de la progression des concurrents, le spectacle dure à chaque fois plus de 3 heures et nombreux sont ceux qui n'en ont pas raté une seule seconde malgré des températures négatives.
et une burle heureusement paresseuse en ce dimanche après-midi. Avant d'arriver à Entraigues, le bilan est très positif du côté des équipages GT2I. Même si pour Vincent Tourneur sur DAF ou Francis Ramadier, qui dispute son premier rallye historique sur une Opel, il n'y aura pas de tarte aux pommes à l'arrivée. Pour une fois cette année, la remise est fermée pour cause de rallye. Mais vous avez que... C'est bon, je les ai... On a 15 minutes. Dernière pause technique de la journée pour l'équipe de l'IEMS. Dans ce type d'épreuve, pas de parc tiré au cordeau comme en WRC. C'est de l'organisation à l'ancienne jusqu'à la fin des années 90, où l'assistance était incluse dans le temps imparti pour la liaison, où les équipes s'organisaient elles-mêmes, ce qui rendait cette phase plus excitante et parfois plus tactique. On n'est certes pas à la seconde, mais le travail des techniciens doit être malgré tout millimétré. Arrivé enfin à Valence où la foule des grands jours attend les 299 concurrents encore en course. Toutes les voitures de l'équipe GT2I sont présentes à l'appel. Un motif légitime de satisfaction sur une épreuve aussi sélective. Parmi les grands animateurs de la journée, le pilote d'une Lancia Fulvia qui pointe parmi les meilleurs. Plus connu sous le nom de Chin, Auguste Turiani est un des pilotes les plus capés du plateau. Et j'ai fait 28 championnats du monde. C'est le 9e Monte Carlo historique. J'ai fait 11 Monte Carlo Junior. J'ai fait 3 voitures électriques et 2 hybrides. Mais en plus de ça, j'ai toujours travaillé quand même. Hein. Et là, pour cette édition, cette 10e édition du Monte Carlo historique, vous avez retrouvé une voiture de votre jeunesse? Mais cette voiture, c'est quand j'ai commencé à courir en 1973, j'avais 71, j'avais cette voiture. Et depuis, je n'ai jamais plus conduit et je ne me rappelle même plus comment on la conduisait. Mais apparemment, ça va très bien pour une voiture à 45 ans. La deuxième étape débute pour nous à bord de l'Opel Kadett GTE de Francis et Nicolas Ramadier. Le parcours de ce lundi a été tracé entre Valence et la ville fortifiée de Briançon. Il réserve encore de belles tranches d'histoire aux observateurs, dont la spéciale de Saint-Jean-en-Royans qui ouvre la journée. On peut saluer l'initiative des organisateurs du rallye de Monte-Carlo d'avoir redonné un peu de vie parce que de par la réglementation FIA, faire un rallye Monte-Carlo qui tourne dans l'arrière-pays niçois, c'était pas un Monte-Carlo. Alors oui, le Turini, oui, la Couillole, ça c'est des monuments, mais il y avait vraiment besoin de retourner au Moulinon, à Burzet et à Saint-Jean-en-Royans. Voilà. Le rallye moderne ramené à la force du poignet comme l'historique sur les routes de l'Ardèche et du Vercors par l'Automobile Club de Monaco. Un ravissement pour le supporter, rien de trop puriste dans cette attitude, juste un attachement inconditionnel à ce qui a fait la nature même du Monte-Carlo et de son histoire. L'histoire avec un grand H, justement, elle est omniprésente comme un halo qui entoure notre petite Renault 8 Gordini numéro 3. En prenant la succession des 4 chevaux et autres dauphines, cette populaire est devenue un véritable véhicule école pour toute une génération de pilotes qui, grâce à elle,
ont ensuite pu faire carrière. Jean-Pierre Nicolas, mais aussi Jarier, Darniche, Terrier, Cudini, ainsi que le regretté Jean-François Piot, ont usé leur fond de combinaison dans les baquets de la Renault 8 Gordini. Officiellement, la carrière de la Gorde a duré 6 ans, mais la trace qu'elle a laissée dans le cœur et l'esprit des amoureux de sport automobile n'a toujours pas été effacée. Une génération de pilotes qui ont appris à conduire et qui sont devenus pilotes professionnels grâce à la R8 Gordini. Alors c'est une voiture qui ne tient pas très bien la route. Mais c'est une école remarquable parce que d'abord ça prévient très tôt. Dès que ça va un peu trop vite, ça y est, ça commence à embarquer, à se mettre un peu en travers. Mais c'est très sain. Alors on se régale, ça va pas vite. C'est une très très bonne école pour apprendre à conduire. Une école qui pardonne également les excès de fougue des toujours jeunes pilotes en devenir. Changement d'ambiance, on descend vers le sud et la neige se fait moins présente sur les zones de régularité suivantes, ce qui ne rend pas les choses vraiment plus évidentes. Après un parcours majoritairement enneigé ou totalement sec, c'est l'humidité et le gel qui risquent de sanctionner les imprudents. Car sur les versants ombragés, la neige a fondu pendant la journée et de petites flaques d'eau sont en train de geler sous l'effet des températures négatives. Impossible donc de relâcher une attention déjà très sollicitée depuis les premières heures du jour. La journée touche déjà à sa fin. L'imposante citadelle de Briançon pointe presque à l'horizon quand s'organise la dernière assistance. Johan, William et Joe y préparent la voiture à affronter le circuit de glace de Serre-Chevalier. Issus de la promotion 2006, dont le parrain n'est autre que Jean-Pierre Nicolas lui-même, ces 3 jeunes mécaniciens suivent leur formation avec assiduité et motivation. Ils ont touché à toutes les spécialités de la mécanique de course, moderne et historique, avec en plus par exemple des cours de météorologie ou d'organisation d'assistance. Dans notre formation qui dure 9 mois, il y a 2 mois où ils sont mis en situation complète dans une écurie d'application externe à l'IMS. Et là, j'ai envie de dire, suivant les compétences qu'on a pu déceler au cours de leur formation, on les oriente vers un type ou un autre type d'écurie, puisqu'on finit par avoir de bons partenariats avec certains professionnels et on connaît leurs attentes. Tous les aspects de la compétition, auto, moto ou même jet ski, sont abordés pendant l'année scolaire. Pour les plus travailleurs, à la clé, de nombreux débouchés. Quand les jeunes arrivent, en principe, ils sont déterminés. Soit ils sont intéressés par la piste, c'est-à-dire faire rouler une voiture en course, ou carrément être en atelier et faire que du moteur, ou de la boîte de vitesse, ou de la construction de châssis, géométrie, train avant. Et les jeunes ont l'opportunité de travailler sur tous les types de mécanique moderne, de la motorisation aux transmissions en passant par la carrosserie, mais le petit plus, c'est l'enseignement dispensé sur des mécaniques classiques. Ils ont vraiment de la chance parce qu'on travaille sur des voitures bien particulières, des années 70 à 80. Nous avons plusieurs belles voitures comme des Lola, des Chevrons, une Mirage, même une F1 qu'on fait rouler en TGP. C'est bon, phare, c'est bon.
Mais revenons-en à nos anciennes qui se jettent comme des jeunettes dans les méandres de Serre-Chevalier. Ici, l'équipe GT2I est un peu chez elle, puisque c'est un de ses pilotes, Claude Laurent, qui dirige en famille cette piste chère aux courses sur glace. Il ne s'agit pas d'une zone de régularité et les pilotes peuvent donc se lancer dans de larges glissades sans craindre d'être sanctionnés par le chronomètre. Chaque concurrent peut effectuer 4 tours de piste. Un véritable bain de jouvence pour notre Jean-Pierre Nicolas, qui a gardé le pied droit de ses 20 ans et vient même menacer puis doubler la Porsche 914 qui s'est lancée devant lui. Changement de décor en début de soirée, ambiance de fête pour beaucoup alors que certains pointent aux engagés absents. En l'occurrence, l'Opel de Francis Ramadier. Sortie en équilibre au bord d'un petit précipice, elle a été poussée au trou par la DAF de Vincent Tourneur qui porte encore les stigmates de cette étreinte furtive. « 7 heures le lendemain matin, cette demi-journée de mardi est consacrée à la descente vers Monaco. Si la météo est clémente, le terrain reste miné. Dans le deuxième secteur de régularité, la situation est encore plus évidente. La route est totalement sèche, mais dans les zones d'ombre, la chaleur du soleil encore timide n'a pas réussi à faire fondre la glace. Les pièges sont multiples et n'attendent qu'une petite imprudence pour sanctionner la moindre erreur. La Renault 8 Gordini de Jean-Pierre Nicolas et Jean de Alexandris s'en sort parfaitement, tout comme la petite MGB GT de la famille Ferrari. T'inquiète pas, on est à 0, hein. Mais reste comme ça, ne te déconcentre pas, on est pile poil. Hein. On a rattrapé tout ce qu'il fallait. Ne te déconcentre pas. Putain, la glace, c'est bonsaï. C'est bonsaï. Attention là-bas, tu peux pas freiner. Hein. Alors où tu freines avant. Allez, et tu freineras dans l'épingle. Allez. Attention à la sortie. Allez hop. Voilà, reprends tout. Ouais, impeccable. Impeccable, impeccable. D'autres icônes du rallye complètent le pèlerinage, comme la fabuleuse Lancia Stratos, dont les exploits retentissent encore dans les vallées alpines. Alpine, justement, la Renault 5, qui avant sa grande sœur, la Turbo, a succédé dignement, dans l'esprit en tout cas, à la Renault 8 Gordini. Et que dire des lignées de Porsche, de la 356 à la 911, en passant par la 914. Jean-Pierre Nicolas avait emmené une 911 à la victoire en 78. Il roule sur ses propres traces, dans la descente qui conclut la spéciale de Chaudon-Norante. Encore un secteur à compléter avant de prendre la direction de la liaison pour Monaco. La route vers le port monégasque se raccourcit de plus en plus. Nous sommes à Plan du Var, au garage de la Cascade. C'est la dernière assistance avant le parc fermé, peut-être la plus importante depuis le départ.
Le début de matinée a été difficile, l'alternateur de la Renault 8 est en panne. C'est une intervention relativement lourde, réalisée dans les temps par les élèves de l'IEMS. Jean-Pierre Nicolas, que l'on accueille avec Jean de Alexandris. Jean-Pierre Nicolas. Voilà donc notre Gordini toute fringante sur le podium d'arrivée à Monte-Carlo. Notre équipage, à peine fatigué par sa journée, a vite appris les subtilités de la régularité. C'est pas facile de se mettre dans la tête ce que c'est que rouler à 50 à l'heure, essayer de passer à 50 à l'heure quand on ne sait pas où sont les contrôles, c'est très compliqué, c'est un métier. Justement, le métier c'est pas le mien mais je suis content de découvrir ça. Justement, votre opinion sur ce principe de la régularité? C'est un principe, c'est pas vrai, c'est pas de la course, mais c'est autre chose, c'est un gros travail de coéquipier à côté qui doit contrôler tous les 200 mètres ou tous les kilomètres où on en est sur la moyenne, les 49,5 sur tous les points de passage qui sont notés, chronométrer, être sûr qu'on passe à la bonne heure. Alors il y a toujours un léger décalage, mais c'est un travail de coéquipier, c'est pas un travail de pilote parce que rouler à 50 à l'heure, tout le monde est capable de rouler à 50 à l'heure. Sauf sur la neige où là pour maintenir à 50 à l'heure, il faut vraiment s'en occuper. Et ça n'est pas donné à tout le monde. Le travail de pilote, justement, Jean-Pierre va nous en faire la démonstration dans les secondes qui viennent. La super spéciale sur le port de Monaco, reprenant une partie du tracé du circuit, est une nouveauté dans l'organisation du rallye historique. Une expérience à renouveler, car tant pour les pilotes que pour les spectateurs, cette séance de défoulement a donné lieu à quelques minutes de pur plaisir. Avant de se diriger vers l'arrière-pays, vers le col de la Madone ou de Turini, notre Renault 8 Gordini va donc user ses clous dans de longs travers, parfaitement maîtrisés et offerts avec générosité. La Rascasse, le complexe de la piscine, le bureau de tabac et le virage Anthony Nogues en tremblent encore. C'est avec beaucoup plus de retenue qu'il faut aborder le passage dans la spéciale du col de la Madone. La route n'est pas pavée que de bonnes intentions. Le verglas s'est embusqué dans de nombreux virages. Les supporters de football ont leur stade fétiche. Les fans de rallye ont également leur lieu mythique. En l'espèce, le col de Turini est un peu le Stade de France, le lieu des grandes épopées, des duels au couteau. Un juge de paix qui provoquait souvent le coup de théâtre dans un classement général qui semblait établi. Même en régularité, le col et sa nuit ne dérogent pas à la règle. En ces quelques dizaines de kilomètres, les pertes en équipage seront aussi importantes que sur tout le reste du rallye. Et le classement final s'en trouvera complètement chaviré. Jusqu'à on avait le retard, on est pas mal. On avait le retard qu'on avait. On est bien.
Pendant que la majorité des engagés affrontent ces dernières difficultés, les premiers sont déjà en train de se garer au pied du podium d'arrivée et de tirer un bilan des ultimes spéciales parcourues. Alors les 3 dernières d'un rythme très différent de tout le reste. C'est vrai que l'Ardèche, la Drôme, le Vercors et le Briançonnais, c'est assez rapide. Et là, c'est l'épingle à cheveux, quoi. Donc à droite, à gauche, à droite, à gauche. Pendant 200 km, ça fait beaucoup. Par contre, il y a eu beaucoup moins de neige, bien sûr, que dans la partie centrale du rallye, avec toutefois des belles plaques de verglas. Donc je pense qu'il y a certainement il y aura des rebondissements dans le classement. Parce que je crois que pour faire ceux qui ont vraiment joué la régularité, pour faire 49 de moyenne, c'était pas gagné d'avance. Des rebondissements, et encore le mot peut sembler faible, car toutes les nouvelles qui arrivent ne sont pas bonnes à entendre, a fortiori celles qui concernent l'équipage de la numéro 3. On est heureux d'avoir fini le Monte-Carlo, on est malheureux, on a vu Jean-Pierre sur le bord de la route. Jean-Pierre Nicolas et Jean de Alexandrie sont en effet mangés leur pain noir lors de cette soirée. Les problèmes électriques récurrents sur la Gorde ont eu raison de leurs ambitions. J'essaie de regarder. Qu'est-ce que tu veux regarder? Rien. L'équipage de la Renault 8 parviendra quand même à rallier le podium d'arrivée, très en retard et un peu déçu. On est tombé en panne d'alternateur, mais au point que la voiture s'est même arrêtée. Et on est resté arrêté à peu près 1 heure dans l'épreuve. Donc tout ce qu'on avait fait jusque-là est un peu retombé à l'eau. C'est dommage, dommage parce qu'on était en panne d'alternateur depuis le matin. C'est dommage qu'on n'ait pas su le réparer dans la journée. Bon, c'est le métier qui rentre pour tout le monde, aussi bien pour les mécanos que pour nous en matière de connaissance de rallye de régularité. C'est pas facile, mais en tous les cas, on a joué le jeu, on a voulu faire la régularité et on est prêt pour l'année prochaine. Et dans 12 mois, ce retour sera peut-être gagnant grâce à l'expérience acquise en 2007. En tout cas, ce millésime est une nouvelle fois remporté par une Porsche. La 911 numéro 12, conduite par l'expérimenté équipage belge, formé d'Alain Lopez et Joseph Lambert.